780. Le califat abbasside contrôle la partie orientale du Maghreb. Les Abbassides ont des gouverneurs sur place qui gèrent la province depuis Kairouan. Le reste du territoire est indépendant depuis les révoltes kharijites qui avaient eu lieu 50 années plus tôt. Les communautés kharijites sont présentes partout dans le Maghreb. À l'est, elles sont sous l'autorité du gouverneur de Kairouan, mais à l'ouest, elles sont indépendantes. Et 3 royaumes kharijites sont notables. Le royaume suffrite de Tlemcen, le royaume suffrite de Sijil Massa, et le royaume ibadite de Tihert. Et c'est le royaume de Tihert qui sert de royaume central à toutes les communautés kharijites. Tihert abrite des délégations de toutes les communautés kharijites. Le chef de Tihert s'appelle Abdurrahman ibn Rostom. Il est considéré par tous les autres kharijites comme l'imam, c'est-à-dire le chef spirituel et politique. Les kharijites avaient tenté de renverser le gouvernement abbasside de Kairouan quelques années plus tôt. Ils y étaient arrivés temporairement, mais les Abbassides ont repris leur souveraineté. Et le Maghreb est resté comme ça jusqu'au milieu des années 780. Lors de cette décennie, il y a eu des événements qui ont totalement changé la situation. Abdurrahman ibn Rostom meurt en 784. À sa mort, s'est posé le problème de sa succession. Le mouvement kharijite s'est formé contre le système de succession héréditaire. Ce n'est pas le fils de l'imam qui devient imam, mais le plus méritant des musulmans. La confédération kharijite du Maghreb doit donc élire un nouveau chef. Le problème est qu'il faut prendre en compte le fait tribal. À cette époque-là, les tribus berbères étaient très puissantes et il y avait de grandes rivalités entre elles. Et le grand avantage d'Ibn Rostom est qu'il était perse. Il n'appartenait à aucune tribu berbère, il était donc perçu comme quelqu'un de neutre. Élire un perse au pouvoir signifie qu'aucune tribu ne domine les autres. Après 1 mois de délibération, c'est finalement le fils d'Ibn Rostom qui est élu imam, Abd al-Wahhab. Et sa venue au pouvoir marque le début d'une nouvelle dynastie, la dynastie rostémide. Abd al-Wahhab va consolider la structure de l'État. Il crée une véritable administration. Du temps de son père, les communautés locales élisaient leur propre chef. Mais Abd al-Wahhab va les nommer lui-même. Cette situation ne convient pas à tout le monde. Certains kharijites vont contester le pouvoir dynastique. Les gens qui contestent le pouvoir de Abd al-Wahhab forment ce qu'on appelle le nékarisme. Nekar en arabe signifie le fait de renier. Les Nekaris seront donc ceux qui renient. Et les partisans d'Abd al-Wahhab, quant à eux, prendront le nom de Wahhabiyin. Jusque-là, il y avait 2 branches du kharijisme au Maghreb, l'ibadisme et le suffrisme. Ces 2 branches étaient en bonne entente sur le plan politique, mais l'élection de Abd al-Wahhab va créer une scission politique. Beaucoup de suffrites prendront leur distance avec l'imam de Tihert, comme par exemple les suffrites de l'ouest algérien. Paradoxalement, Abd al-Wahhab a structuré l'État rostémide, mais il a fragilisé sa légitimité. Dans les années qui suivent l'avènement de Abd al-Wahhab, le Maghreb va connaître d'autres grands changements. En 786, le calife qui est au pouvoir à Bagdad s'appelle Haroun al-Rachid. Haroun al-Rachid est très célèbre car c'est le calife des 1001 nuits. Dans la vraie vie, Haroun al-Rachid c'est surtout l'apogée du califat abbasside. L'apogée militaire mais aussi culturelle et intellectuelle. Bagdad est à cette époque la ville la plus peuplée du monde. C'est une ville de science et de culture. En apparence tout va bien, mais en vérité il y a des problèmes politiques et le pouvoir des Abbassides est très contesté. L'un des opposants au calife sera très célèbre au Maghreb, et en particulier chez nos amis marocains. Il s'appelle Idriss bin Abdallah el-Kamil, plus connu sous le nom de Moulay Idriss. Idriss est un descendant du calife Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, et de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque où les Omeyyades étaient encore au pouvoir, les descendants de Ali et leurs partisans, qu'on appelle les chiites, essayaient de renverser le pouvoir du calife. Les descendants de Ali ont tenté plusieurs révoltes, mais ont toujours perdu. Les Banu Abbas, qui étaient leurs cousins, les ont doublés et ont renversé les Omeyyades tout seuls. Les Banu Abbas ont pris le pouvoir et sont devenus la dynastie des Abbassides. Et les descendants de Ali se sont sentis lésés. Ils se sont isolés sur le plan politique, mais aussi sur le plan religieux. Le chiisme, qui était au départ un mouvement politique, devient petit à petit un courant religieux à part. En 786, les descendants de Ali ont pris les armes contre les Abbassides. Mais la révolte a été un échec et beaucoup d'entre eux se sont fait massacrer. Idriss bin Abdallah avait participé à cette révolte. Il a survécu au massacre, mais il a compris qu'il devait fuir très loin. Il se trouve qu'Idriss avait un compagnon qui s'appelait Rachid et qui était berbère. Ce Rachid a exfiltré Idriss et l'a emmené dans l'actuel Maroc. Idriss trouve refuge chez la tribu des Auraba, à 2 pas de l'ancienne ville romaine de Volubilis. Les Auraba vont fédérer un état autour de la personnalité d'Idriss. Sur le plan religieux, Idriss est chiite, un chiite zaïdi. Le zaïdisme est la branche du chiisme qui est la plus modérée vis-à-vis des autres courants de l'islam.
Contrairement aux autres branches du chiisme, les haïdites reconnaissent les 2 premiers califes de l'islam. L'État qui va être fondé par Idriss va être un îlot de chiisme au milieu des États kharijites. Les kharijites considèrent que le pouvoir doit revenir au meilleur de la communauté, peu importe son origine. Et les chiites considèrent que le pouvoir doit revenir aux descendants de Ali. Le kharijisme au Maghreb était affaibli à cause de la mort de Abdelrahman ibn Rostom et de son remplacement par son fils. La venue d'Idriss est vue par beaucoup comme un signe de renouveau, et de nombreuses tribus du nord marocain se rallient à Idriss. Idriss fait amener de nombreux membres de sa famille et il les installe au Maghreb. En 790, il ira prendre Tlemcen et il installe son frère Sulayman. Tlemcen était la capitale de son propre royaume, un royaume kharijite géré par des tribus zénètes. Les zénètes vont céder la ville aux Idrissides sans vraiment chercher à la défendre, et ils continueront d'occuper les campagnes de la région. Sulayman et ses enfants formeront ce qu'on appelle la dynastie Sulaymanide. Ils formeront un genre de dynastie parallèle à la dynastie des Idrissides. Ils régneront sur Tlemcen et sur quelques autres villes du Maghreb central. Le règne d'Idriss est très court, mais Idriss est un personnage fondamental dans le Maghreb. Idriss est un descendant du prophète, et même plus que ça, c'est le premier descendant du prophète à venir au Maghreb. Pendant des siècles et des siècles, ses descendants vont se servir de sa filiation pour fédérer les tribus et légitimer leur pouvoir. Être lié à Idriss, c'est être lié au prophète. Et quand on veut fédérer des tribus au Maghreb, être lié au prophète, c'est un très bon argument. De nombreuses dynasties à travers l'histoire vont se réclamer de lui ou de ses frères. Encore aujourd'hui, par exemple, la dynastie marocaine revendique une ascendance idrisside. Idriss ne règne que 3 ans. Il est fait empoisonner par un assassin aux ordres du calife Haroun al-Rachid. Il meurt et laisse sa femme enceinte, et son fils naît quelques mois après sa mort. Rachid, le compagnon d'Idriss, va assurer la régence en attendant la majorité d'Idriss II. Et c'est lors du règne d'Idriss II que va vraiment commencer l'expansion du royaume idrisside. Idriss II va fonder plus tard Fès et entraîner une expansion du royaume vers le sud de l'actuel Maroc. À la même époque, de l'autre côté du Maghreb, en Ifriqiya, il y a aussi du changement. L'Ifriqiya était sous domination abbasside. Les califes abbassides nommaient des gouverneurs, et ces gouverneurs administraient tout l'est du Maghreb, depuis Kairouan. Mais la situation était instable. Les gouverneurs étaient très souvent contestés par l'armée locale, et il arrivait régulièrement que des gouverneurs se fassent expulser. En 799, un officier du nom de Temem ben Tamim avait chassé le gouverneur de Kairouan et a pris le pouvoir à sa place. Et c'est un homme qui s'appelle Ibrahim ben Aghlab qui est parti le chasser et redonner le pouvoir aux Abbassides. Ibrahim ben Aghlab est un arabe originaire du Khorasan. Son père était venu en Ifriqiya à l'époque des révoltes berbères en 765. Ibrahim ben Aghlab était devenu gouverneur du Zab, c'est-à-dire gouverneur de l'Est algérien. Et puisqu'il a chassé le rebelle, le calife Haroun al-Rachid va le récompenser et le nommer gouverneur de toute l'Ifriqiya. Ibrahim ben Aghlab va faire une proposition au calife. Il lui propose de gérer l'Ifriqiya de manière autonome, mais il promet en échange de payer un impôt annuel. Et le calife accepte. À partir de là, va commencer une nouvelle dynastie en Ifriqiya, la dynastie Aghlabide. Au début des années 800, les 3 grandes branches de l'islam sont représentées au Maghreb. Les chiites à l'ouest avec le royaume idrisside, les musulmans sunnites à l'est avec les Banu Aghlab, et les kharijites un peu partout dans le territoire. Les ibadites de Tihert avec les descendants d'Ibn Rostom, et les suffrites à Sijil Massa et chez les zénètes de l'ouest algérien et du nord marocain. À cela, il faudrait ajouter le royaume des Berwata sur la façade atlantique du Maroc qui a sa propre religion. Et vu qu'on ne peut pas parler du Maghreb sans parler de l'Andalousie, alors il faut aussi mentionner le royaume de Cordoue qui est dirigé par un descendant des Omeyyades. Toutes ces entités seront rivales les unes les autres, mais cohabiteront en paix. Ces royaumes connaîtront tous des troubles en interne, mais ils ne s'attaqueront jamais frontalement les uns les autres. Enfin, presque jamais. Les Rostémides développent de très bonnes relations avec les Omeyyades de Cordoue. Les fils de Abd el-Wahhab sont envoyés en ambassade à Cordoue et ils sont reçus comme des personnes de très haute importance. Les Rostémides développent aussi de bonnes relations avec le royaume de Sijil Massa, et les 2 royaumes développeront des routes commerciales vers l'Afrique noire. Par contre, les relations avec les Banu Aghlab de Kairouan sont un peu plus ambiguës. Les 2 royaumes essayeront de se mettre des bâtons dans les roues. Les Aghlabides n'hésiteront pas à tenter de corrompre des chefs de tribus kharijites, à faire du chantage et parfois même des assassinats. Mais les relations entre les 2 États resteront pacifiques en apparence. Cette période de calme va voir se développer un courant théologique qui s'appelle le Mu'tazilisme. Cette fois-ci, c'est un courant théologique qui n'a aucun fondement politique au départ. Le Mu'tazilisme est un courant de pensée de l'islam qui est né en Irak. Les premiers Mu'tazila étaient des intellectuels qui considéraient que la raison est fondamentale en islam.
Ils ont développé tout un ensemble de thèses liées à ça. Ils prônent par exemple une compréhension philosophique du Coran. Leurs thèses vont se répandre partout dans le monde musulman. Le mu'tazilisme séduit beaucoup les élites intellectuelles et donc va très vite atteindre les hautes sphères du califat et des royaumes musulmans. Le mu'tazilisme a une particularité. C'est un courant philosophique. Il concerne le dogme, c'est-à-dire la manière de croire en Dieu. Mais il ne concerne pas la loi et les règles en islam, du moins pas au départ. Comme le mu'tazilisme n'a pas vraiment de règles, alors ses idées peuvent être adaptées à tous les courants de l'islam. On verra des chiites mu'tazila, des sunnites mu'tazila et même des kharijites mu'tazila. Au Maghreb par exemple, les trois grands états étaient tous influencés par les mu'tazila. À l'ouest, les idrissides étaient notoirement mu'tazila. On dit même qu'Idriss I était lui-même un adepte. En vérité, c'est le zaïdisme, la branche du chiisme à laquelle appartenait Idriss, qui incorpore des idées mu'tazilites dans son dogme. À l'est, les Arlabides étaient eux aussi mu'tazila. L'état arlabide utilisait la loi sunnite, hanafite ou malikite, selon les périodes, mais les dirigeants arlabides suivaient le dogme des mu'tazila. L'émir Ziyad Atallah, qui arrive au pouvoir en 817, en fera même le dogme officiel du royaume. Chez les Rostemides aussi, les idées mu'tazila vont se répandre. Elles se répandent même parmi les conseillers de Abd al-Wahhab. Un dogme kharijite mu'tazila sera développé. Mais Abd al-Wahhab rejette catégoriquement leurs idées. Les kharijites mu'tazila vont donc eux aussi faire partie des détracteurs de Abd al-Wahhab. Et ils vont renforcer le mouvement Nekari, le mouvement kharijite anti-Rostémide. La contestation anti-Rostémide va prendre de l'ampleur. Elle va d'ailleurs prendre tellement d'ampleur que Abd al-Wahhab va subir une tentative d'assassinat en 813. Abd al-Wahhab échappe à la mort, mais son fils meurt pendant l'attentat. À partir de là, il va durcir la répression contre les Nekari et contre les Mu'tazila. Entre les Nekari, les Mu'tazila et les chefs corrompus par les Arlabides, il devient même très méfiant et ça l'isolera encore plus. Il va même perdre le soutien d'une grande tribu de l'ouest algérien, qui s'appelle les Houara, pour une décision assez cocasse, mais qui illustre bien l'ambiance délétère de l'époque. Le chef de cette tribu avait demandé pour son fils la main de la fille du chef des Luata, une autre grande tribu alliée des Rostémides. Abd al-Wahhab a eu peur que l'alliance entre ces deux tribus ne se retourne contre lui. Il a alors doublé les Houara et il a demandé la fille en mariage pour lui-même. Les Houara se sont sentis humiliés et ont pris leur distance avec les Rostémides, alors qu'à la base c'était une des tribus les plus fidèles. Abd al-Wahhab va mourir en 824, et il va laisser le commandement à son fils Aflah. Aflah va d'abord réprimer les Mu'tazila, il les expulse de Tihert. Mais le mouvement Mu'tazila prend de plus en plus d'ampleur, et Aflah se voit presque obligé de le réintégrer à Tihert. À cette époque-là, ce n'est pas seulement le Maghreb qui est sous l'influence des Mu'tazila. À Bagdad, le calife El-Mamoun, la plus haute autorité de l'islam, en a fait le dogme officiel du califat. C'est l'âge d'or du mu'tazilisme. Mais cet âge d'or ne va pas durer, et le mu'tazilisme va petit à petit disparaître de la scène politique. Le déclin du mu'tazilisme a eu lieu pour deux raisons. La première raison, c'est que les mu'tazila vont tenter d'imposer leur dogme par la force à tout le califat. Mais ils vont se heurter aux masses populaires. Les élites intellectuelles étaient séduites par le dogme des mu'tazila. Mais pour les masses populaires, pour les gens du peuple, ça n'est ni plus ni moins qu'une hérésie. À Bagdad, il y aurait de grandes révoltes populaires contre ce dogme. Et la seconde raison pour laquelle le mu'tazilisme va disparaître de la scène politique, c'est que le calife lui-même va perdre son influence. Pour comprendre la situation, il faut revenir quelques années en arrière. Le calife Haroun al-Rachid est mort en 809, et sa succession a été mouvementée. Deux de ses fils se sont disputés le pouvoir, El-Amin et El-Ma'moun. Et c'est El-Amin qui a pris le pouvoir. L'autre fils, El-Ma'moun, n'a pas accepté et a décidé de lui faire la guerre. Il se trouve qu'El-Mamoun était à moitié perse, car sa mère était d'origine perse. Il a alors monté une armée de Perses pour combattre l'armée arabe du califat et déloger son frère. Et il a réussi. Il a pris la place de son frère et il a fortement affaibli l'armée arabe. Une fois au pouvoir, El-Mamoun a donné du pouvoir à ses généraux perses. Il leur a même donné un état indépendant au Khorasan. El-Ma'moun s'est rapproché des Mu'tazila et des chiites, car ces deux courants étaient populaires chez les Perses. Il a déclaré le mu'tazilisme comme dogme officiel du califat, et il s'est allié aux chiites, à tel point qu'il a promis à l'imam chiite de lui succéder après sa mort. Mais l'imam chiite est mort avant lui. Et finalement, c'est son demi-frère, El-Mu'tasim, qui lui succède en tant que calife. El-Mu'tasim n'était pas à moitié perse, il était à moitié turc, car sa mère était turque. Et El-Mu'tasim va utiliser une armée composée de Turcs. Et là, la situation va lui échapper. Les militaires turcs vont prendre de plus en plus de pouvoir, et ils vont commencer à faire régner l'anarchie à Bagdad. Les habitants de Bagdad en ont marre et il y a plusieurs révoltes contre eux. Ils deviennent tellement ingérables que le calife décide de les éloigner de Bagdad. Il déménage avec eux dans une ville plus petite,
la ville de Samarra. Là-bas, le pouvoir des miliciens va être total. Ils vont faire et défaire les califes, et les califes vont devenir de simples pantins. À partir du moment où les califes ont commencé à perdre leur pouvoir, beaucoup de gens ont tenté de les renverser. Vers 850, les kharijites de la péninsule arabique ont voulu renverser les abbassides. Et ils ont fait appel au royaume rostémide pour avoir un soutien. L'imam rostémide, Aflah, leur a envoyé son fils, Abou Yarden, pour organiser un coup d'état. Mais les miliciens ont réussi à capturer Abou Yarden, et ils l'ont envoyé en prison. Abou Yarden restera en prison pendant 20 ans. Pendant cette période, de nombreux nouveaux petits états vont se créer partout. En 868, les gouverneurs d'Égypte s'appellent les Toulounides. Ce sont des Turcs qui gouvernent pour le compte des Abbassides. Enfin, qui gouvernent, officiellement. Dans les faits, ils se comportent comme une province autonome, et ils vont livrer des guerres aux provinces voisines. Ils vont livrer de nombreuses batailles aux Rostémides et aux Arlabides. À cause de ça, le Maghreb se coupera de l'Orient et se centrera petit à petit sur lui-même. Les Arlabides vont prendre leur indépendance de fait. Avant ça, ils envoyaient des impôts annuels à Bagdad. À partir de maintenant, il n'aura plus de lien avec le califat. L'imam Rostémide Aflah meurt en 870. À sa mort, son fils Abou Yarden est encore en prison. Et c'est son autre fils, Abou Bakr, qui prend le commandement. Mais il va arriver quelque chose d'assez incroyable à Abou Yarden. Abou Yarden est en prison depuis une vingtaine d'années. Pendant sa détention, il s'est lié d'amitié avec son compagnon de cellule. Et son compagnon de cellule, c'est El-Mu'tamid, le futur calife. À cette époque, comme on l'a dit plus tôt, c'était les miliciens turcs qui avaient le pouvoir et qui nommaient et retiraient les califes. Et ils avaient des méthodes assez radicales. Lorsqu'ils mettaient un calife au pouvoir, ils mettaient tous les potentiels successeurs en prison. Ça évitait d'éventuels coups d'état, et ça laissait un successeur à portée de main si le pantin au pouvoir ne donnait plus satisfaction. Quoi qu'il en soit, en 870, le compagnon de cellule en question a été libéré et nommé calife. Aussitôt calife, il a libéré Abou Yarden et il lui a proposé de rester en Irak. Abou Yarden a refusé et il a préféré retourner à Tihert. Abou Yarden est retourné à Tihert et a pris le pouvoir à son frère. Pendant son séjour en Irak, Abou Yarden a vu le luxe des califes abbassides et il a voulu les imiter. En retournant à Tihert, il a construit un grand palais. Mais ce style n'est pas vraiment adapté à la mentalité des kharijites. Et l'état rostémide n'était pas assez solide pour se permettre ce genre d'exubérance. De nombreuses tribus vont se détourner de lui. Par exemple, les tribus des Lamta et des Sanhaja du Grand Désert vont se rebeller. La révolte de ces tribus du désert va couper les rostémides de leurs ressources d'Afrique noire. Mais les plus grands problèmes viendront du nord. Une autre région va bouleverser le cours de l'histoire du Maghreb, et même de l'islam en général. La région des Kutama. Les Kutama sont une grande confédération berbère qui peuple le nord-est algérien. Religieusement, ils sont kharijites, et donc ils sont censés être soumis aux rostémides. Et politiquement, ils sont officiellement soumis à l'autorité des Arlabides de Kairouan. Mais en réalité, ils vivent en quasi-autonomie. Ils appartiennent au courant des Kari, qui rejettent la dynastie rostémide, et les Arlabides ont du mal à leur imposer leur autorité. On a vu que le Maghreb s'était recentré sur lui-même depuis quelques décennies. Depuis que les Toulounides d'Égypte avaient coupé les liens entre Kairouan et l'Orient, et depuis que les Arlabides avaient pris leur indépendance. Le Maghreb est petit à petit devenu une entité centrée sur elle-même. Une entité construite sur l'axe Kairouan-Tihert-Fès. Les Arlabides vont alors vouloir étendre leur influence vers l'ouest, et renforcer leur domination dans la région des Kutama. Les Kutama sont donc pris en étau entre les Arlabides qui veulent dominer leur région, et les Rostémides avec qui ils sont en conflit idéologique. Et parallèlement à ça, les Kutama sont en train de connaître une hausse de leur population. Ils deviennent de plus en plus nombreux et donc de plus en plus puissants. Tout est réuni pour qu'ils prennent leur véritable indépendance. Il ne manque plus qu'une étincelle pour embraser toute la région. Et cette étincelle sera provoquée par l'arrivée d'un nouveau courant religieux, au cœur même de la région des Kutama. Un courant religieux qui va tout balayer sur son passage. Le chiisme ismaélien. En 893, un an avant la mort d'Abou Yarden, les Kutama vont accueillir un personnage qui va changer leur destin à tout jamais. Abu Abdallah al-Shiri. Mais on verra ça au prochain épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à intervenir en commentaire si vous avez des remarques ou des précisions à apporter. Et quant à moi, je vous dis au revoir, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode dans lequel on parlera du califat fatimide.